plutôt positif. Enfin, de mon point de vue, d'un point de vue technique, ce que je vois, c'est plutôt intéressant, d'accord? Donc on va aborder ça. Donc j'en profite d'abord pour vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça a été cette semaine? Pas trop dur en ce moment, la période? Pas encore terminé pour moi. Ravi de t'entendre, ok. Ok. Donc on va vraiment aborder ça. Moi, ce que je vois sur les indices aujourd'hui, c'est plutôt des choses franchement positives. Alors, rassuré par cette histoire de MD, tu en penses quoi? C'est pas ma grille de lecture. La masse monétaire, c'est important, mais moi, ma grille de lecture, c'est plutôt ce qui se passe sur les marchés, en fait. D'accord? Ce qui se passe d'un point de vue économique. D'accord? Tu peux avoir une masse monétaire qui augmente justement parce qu'on veut éviter une récession, on veut éviter ce genre de choses. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle à ce moment-là, tu vois. Donc, sur le long terme, l'impression monétaire, c'est une bonne chose. Mais moi, ma grille de lecture, c'est plutôt les indicateurs macroéconomiques, tu vois. Tu vas avoir l'IPC, tous ces genres d'indicateurs macroéconomiques m'intéressent plus, tu vois, parce que ça reflète directement ce qui se passe sur l'économie américaine. Ok, donc tu penses que c'est... Non, je pense pas. Beaucoup disent de vendre et d'attendre le pump. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si Yann Darwin a posté une vidéo en vous disant qu'ici, faut tout vendre, c'est probablement qu'on est pas loin d'un bottom temporaire, en fait. Temporaire. Je vais m'expliquer, je vais vous expliquer ça, d'accord? On va parler de ça. Ce qu'il faut savoir, je pense qu'on va aller sur le SP500 avant de commencer sur Bitcoin pour vous expliquer ce que je vois techniquement, d'accord? Ce que vous devez savoir, c'est que je vais passer. Alors, je pars sur. Faites voir, je vais aller voir le Nasdaq puisque c'est un indice que je connais plutôt bien. En règle générale, quand on vient chercher ici la moyenne mobile 200, ok, très souvent on le fait. Alors, on peut passer dessous, on peut mécher, vous voyez, très souvent on le fait en se rapprochant de zones de survente sur le RSI. Ici, donc là on l'avait pas fait, ici on l'avait fait, ici on l'avait fait. Donc très souvent sur ce type d'indice, ça veut dire que c'est extrêmement intéressant sur ces moments-là, enfin, sur ces endroits-là. C'est souvent des points d'inflexion, des points pivots. Donc moi je m'attends davantage ici quand même à un rebond technique. Je ne parle pas de bottom ultime, attention, je préfère vraiment nuancer mes propos. Mais ici, j'ai plutôt tendance à y voir des choses qui sont plutôt encourageantes. Si vous regardez pareil sur les indicateurs de momentum, donc c'est mon indicateur de tendance ici, bah, la dernière fois qu'on est venu trouver des niveaux d'intérêt aussi bas sur MACD, bah, derrière on a quand même eu tu vois, un pump comme ça. Et l'ambiance, elle est quand même au bear market, hein. Tout le monde vous parle de ça. Et je dis pas qu'on n'est pas en bear market, attention, hein. Je dis qu'ici, moi, si vraiment je voulais vraiment confirmer un bear market ou quelque chose comme ça, j'aimerais vraiment qu'on revienne chercher la moyenne mobile et qu'on ait vraiment qu'on se fasse rejeter en fait ici et là qu'on descende plus bas et là j'aurai mon signal ultime quoi. J'aurai vraiment une structure de retournement, etc. D'accord? Donc pour moi, c'est pas, c'est pas cette question-là, elle est pas, ouais, exactement. Voilà. Je pense qu'on peut vraiment revenir chercher des niveaux techniques un peu plus hauts. Et à ce moment-là, on pourrait avoir des news type récession, etc., avec une économie américaine qui décline, etc. Et là, à ce moment-là, oui, on vient casser le niveau qu'elle a. Mais dites-vous qu'on est probablement plutôt proche d'un bottom temporaire ici et d'un point d'inflexion justement sur les prochains jours, les prochaines semaines, d'accord? C'est pareil, si vous prenez le SP500, est-ce que je peux descendre en, je sais pas, peut-être en 4 heures, est-ce qu'on est, non, peut-être pas en 4 heures. Weekly, ça donne quoi? On voit bien on a cassé ici une structure. Je vais vous montrer ça en daily, ce sera probablement plus parlant. Donc ici, c'est exactement la même chose, hein. Quand on revient chercher ces moyennes, vous voyez qu'ici, on est passé dessous, on est passé sous la moyenne. Alors pourquoi la moyenne mobile 200? Vous me voyez beaucoup parler de ça. J'utilise de plus en plus les moyennes mobiles parce que les moyennes mobiles, j'ai tendance à dire qu'elles ne mentent pas. Qu'est-ce que c'est une moyenne mobile? Une moyenne mobile, vous voyez, vous pouvez utiliser les structures, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. La moyenne mobile ne ment pas. C'est un indicateur qui prend ce qui s'est passé sur la charte, qui prend un certain nombre de périodes et qui vous dit si la tendance est haussière ou baissière. Donc, sur 200 périodes, ça ne ment pas. Si le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. D'accord? Si on évolue dessous, c'est qu'on est en tendance baissière. Ça ne se discute pas, si vous voulez. Vous voyez. Donc, c'est vraiment très clair, ça. En revanche, pour le moment, on vient vraiment, vous voyez, ici on était passé dessous, on a réintégré ça, d'accord, on a réintégré la moyenne mobile, ça s'est fait dans des zones extrêmement survendues, d'accord, on a fait ça ici aussi, on est revenu chercher la moyenne mobile, ça s'est fait dans des zones de survente. Ici, on est dans des zones extrêmement survendues, parce qu'on vient chercher des niveaux qui sont vraiment très très bas, on vient casser cette moyenne mobile. J'ai tendance, hein, la raison voudrait me pousse à croire que ici, surtout au vu de ce que je suis en train de voir sur mes indicateurs,
on peut justement avoir, vous voyez, ce rebond-là, de manière à vraiment retourner ce marché-là et avoir c'est vraiment ça que j'attends, en fait, si vous voulez, sur le marché. Pour vous dire, ces carottes sont cuites, on part pour plusieurs mois. Là, comprenez bien qu'on parle d'une correction qui pourrait durer des mois, hein. C'est ça, en fait, hein, d'accord? Alors, il y a deux scénarios réels. En fait, je vais vous donner les trois scénarios et je vais vous donner les probabilités que ça se produise, parce qu'on parle vraiment de probabilité. Premier scénario, c'est on n'a aucun momentum ici et on crash. Ça, c'est un crash pour moi, d'accord? Ça, c'est un crash. Ok, c'est probable, ça ressemble à ça. Pourquoi je ne crois pas en ce scénario-là? Parce que ça, c'est souvent des scénarios plutôt Black Swan. Pour avoir un crash comme ça, et donc une continuation baissière aussi forte, il faudrait qu'on ait des news vraiment, vraiment, vraiment mauvaises. Mais vraiment, je trouve qu'on en a déjà eu pas mal. On a eu les tarifs, on a eu l'Ukraine, on a eu machin truc. Vous m'entendez bien? Donc pour le moment, ce scénario de crash, il est possible, mais c'est pas celui que j'ai en tête. D'accord? Moi, je pense qu'on va sur quelque chose de décliniste et de plus lent et de plus traître. D'accord? Parce que ça, à la rigueur, c'est bien, hein. Un crash comme ça, on n'en parle plus et ensuite, on a la remontada derrière. D'accord? Donc c'est limite mieux, en fait. C'est pas ce que j'ai en tête. Le scénario qui a le plus de chances de se produire, c'est pullback. Et on est en train de le voir si je me mets en Ekinashi ici. On commence à avoir en Ekinashi, voilà, en Ekinashi, on voit bien que les zones survendues, on les voit en verte. Vous voyez les bougies vertes ici? Les zones survendues, souvent sur le RSI, ici, ici et ici, nous mènent toujours à un rebond assez fort. Toujours. Une fois, deux fois. Donc je m'attends à un rebond maintenant. Ok. J'aime bien Ekinashi parce que Ekinashi, lui aussi, me permet de lisser les tendances. Et très clairement ici, on est sur on le voit, on commence à avoir des points d'inflexion ici. On a de plus en plus de mal à descendre. Ça se fait vraiment dans des zones survendues, etc. Dans un MACD qui est extrêmement bas. Donc encore une fois, ça va dans le sens d'un rebond. C'est pour ça que je vous dis, le scénario que je vais vous montrer là est le scénario que j'ai en tête. Ok? Et après, on ira voir un petit peu plus loin. Vraiment, dans cette vidéo YouTube, finalement, on va aller assez loin, d'accord? Vous aurez vraiment une visibilité sur les prochains mois. Ok? Donc, rebond technique. Scénario qui a le plus de chances de se produire. Pullback précisément sur ces niveaux-là. D'accord? Précisément sur ces niveaux-là. Toujours pareil. Pourquoi? Parce que ça a été un gros support sur ces niveaux-là. Ça a été là qu'on a cassé. Donc, j'envisage plutôt un retour sur ces niveaux-là. Hop. Vous connaissez même la target. C'est hop, vous savez quoi? On va faire ça proprement. La neckline qui est ici. Le pullback. D'abord, dans un premier temps, on peut passer au-dessous. Et ensuite, le rejet. Et ensuite, on descend beaucoup plus bas. Ce qui nous ramène, donc ça c'est le scénario qui a le plus de chances de se produire. Je dirais qu'on a 65%, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, il y a la louche, on est à la louche. Ok. Troisième scénario, ce scénario, vu qu'il a le plus de chances de se produire, on ira faire des projections long terme juste après, d'accord? Là, on va évoquer le troisième scénario. C'est pareil, on parle de statistiques et de probabilités, hein. Très souvent, quand un analyste se trompe, on lui dit gna, 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 tu t'es trompé. Les gars, quand on trade, moi quand je trade le matin, je joue les statistiques et les probabilités. C'est-à-dire que l'erreur, ça fait partie du trading. Et il n'y a aucun trader qui fait 100% de trade gagnant. Ça n'existe nulle part. Même un bot algorithmique peut se tromper. Donc ici, je vous donne des scénarios, je vous donne des statistiques et des probabilités. Celui-là, plus de chances de se produire. D'accord? Le troisième cas, alors celui-là, si vous voulez bien, on le met de côté pour l'instant et on le reverra après. Parce que c'est celui-là que je pense qu'on a déjà. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Troisième scénario, on a le bottom. Le bottom vraiment, le réel, le bottom de ce. Putain, TradingView qui fait chier, il bug un peu. Voilà. On a un bottom et alors là, scénario, on revient chercher la neckline, on fait un W, on revient chercher, on fait un attach. Troisième scénario. Qui est possible. Ok, c'est vraiment probable. Alors, lui, moins de chance. J'ai vraiment beaucoup moins de chance. Pourquoi on a moins de chance? Parce qu'en fait, actuellement, je vous donne mon avis tel que je le pense. Ça concerne que moi. Trump, je pense que Trump vient d'être élu. Ok, ça c'est une certitude. Il est très populaire. Il a été populaire, sinon il n'aurait pas été élu. Je pense que ça l'emmerde beaucoup d'avoir des... Regardez, si on passe en monthly, ça va vous sauter aux yeux, même en weekly. En fait, les indices... Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie américaine, depuis maintenant quelques mois, elle est extrêmement tendue.
Ok, c'est-à-dire que, vous voyez, là, on a les indices qui font des ATH, on a quelque chose qui diverge. Donc, en fait, la correction sur les indices, c'était quelque chose qui était prévisible. On en a déjà parlé ici, ok? Et ça fait depuis le mois d'août que je vous en parle. C'est très difficile de vous dire précisément la date, on ne connaît pas, mais ça, on savait qu'on allait se prendre une correction comme ça, c'est pas une surprise. Sauf que la Fed, etc., ils ont remonté leur taux d'intérêt pour contrer l'inflation aux États-Unis. Et ça met l'économie américaine sous tension. Pourquoi? Parce qu'on a une consommation assez forte, mais ils ne peuvent pas baisser les taux d'intérêt sinon l'inflation remonte. C'est une situation merdique. Personne n'aime cette situation-là et Trump le sait très bien. Pourquoi? Parce que on peut pas relancer l'économie. Vous voyez, on est tout le temps là, on baisse un peu les taux, puis finalement non, on les touche pas. Et ça, c'est la merde. C'est la merde et c'est pas comme ça que vous avez un nouvel âge d'or américain comme il le dit. Le seul moyen pour Trump aujourd'hui de relancer l'économie américaine, de repartir sur quelque chose de très sain, de repartir sur quelque chose d'extrêmement résilient, c'est de provoquer une récession. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, cette guerre tarifaire, pour moi, elle est voulue. Ok, il le fait exprès, d'accord? Faut arrêter, le mec n'est pas un crétin. Il sait très très bien ce qu'il fait. Et je pense qu'il y a une volonté ici de se servir de cette guerre tarifaire pour provoquer une récession. Ce qu'on est en train de littéralement observer, d'accord, hein, une crash des marchés, etc. Une récession, donc ça va être une hausse du chômage, etc. D'ailleurs, vous voyez que Musk licencie énormément de personnes, donc ça crée du... Donc tout ça participe à l'ambiance générale du « je provoque une récession qui de toute manière était inévitable », mais il vaut mieux que Trump l'ait au début de son mandat plutôt qu'en fin de mandat. Vu qu'il est populaire, il va perdre en popularité, il va avoir cette récession-là, et derrière, il va pouvoir refaire tourner la planche à billets et repartir sur un nouveau cycle aussi, etc. Mais ça peut prendre des mois. Donc je pense qu'il se sert de la guerre tarifaire pour son avantage à lui, parce qu'il y a un bras de fer entre le Canada, le Mexique, les Européens, et il obtient des avantages, il y a des entreprises qui vont s'installer chez lui, etc. Et en plus de ça, derrière, ça va le servir sur le long terme parce qu'il va pouvoir relancer l'économie américaine. Powell lui a dit on baisse pas les taux. Bon bah là, Powell va changer de discours quand il va avoir l'économie américaine qui commence à souffler. Est-ce que c'est très clair? Est-ce que vous le comprenez ça? Donc cette guerre tarifaire est voulue, cette récession qui arrive est prévue. Je pense que Trump, il avait juste à pousser le truc dans le vide. Donc c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il provoque, si vous voulez, il provoque exactement la situation qui lui permettra derrière de baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie américaine. C'est ça que je pense. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'observer, d'accord? Donc maintenant, dans un scénario où effectivement on a du mal, on revient chercher ces niveaux-là, on vient se faire espèce de... Mais ce qu'on avait fait ici, hein, les gars, c'est, regardez, les patterns, c'est très souvent les mêmes. C'est exactement ça que j'anticipe. C'est-à-dire, vous voyez, ici, on a une autre structure en forme de M. On est venu chercher un plus haut ici. On corrige. On revient chercher ce truc. On se fait rejeter par le support et on descend beaucoup plus bas. Et bien ici, on a la même structure. On a le M. On vient chercher au-dessus du M. On corrige. Moi, je m'attends à ça. Ok, c'est exactement ce qu'on a fait là. Je ne peux pas faire être plus précis que ça. Je pense qu'on est exactement dans le même cas, en fait. Vous voyez, dans le même cas qu'ici. Donc, je m'attends vraiment à ça. Les objectifs baissiers, on en a plusieurs derrière. Un objectif extrêmement baissier, ce serait celui-là. Alors là, je mets S&P 500, mais vous regardez le S&P 500 et ça vous donne des indications sur BTC. Okay, je fais mes AT sur SP500 et sur Bitcoin, en fait, ça nous permettra de nous repérer. Je répondrai à toutes vos questions juste après, d'accord? Je termine juste ça. Ensuite, on va regarder un petit peu où se situent les localisations de première, etc. Donc, le niveau des 38,2 se situe ici. Pour maintenir la tendance haussière, le niveau des 38,2 se situe là. Donc en gros, sur le SP500, qui est quand même un énorme indice américain, je pense qu'on pourrait commencer à trouver un bottom dans cette localisation-là, ici précisément. Ok, alors, ça s'accompagnera... Alors déjà, ça peut prendre des mois. C'est pour ça que je vous dis, si vraiment on a une correction généralisée et qu'on descend beaucoup plus bas, ça peut vraiment prendre des mois. On peut vraiment retrouver par exemple un RSI qui revient chercher des zones de survente comme ici. Donc vous voyez, on se donne rendez-vous fin d'année, on se donne rendez-vous 2026. Et précisément à ce moment-là, on pourra avoir de nouveaux ATH sur nos indices, etc. Vous voyez, alors il faut vraiment, ça va se faire en plusieurs étapes. On peut faire ça, on peut revenir là, nanana. Ensuite, on va commencer à avoir des W, on va commencer à avoir un truc comme ça. Et là, on aura précisément sur ces niveaux-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fed aura commencé à baisser ses taux avant. Donc quand la Fed va commencer à baisser ses taux, vous aurez l'information que ça commence à être intéressant de se renseigner et de s'intéresser au marché, d'accord? Et précisément quand vous verrez le marché qui commence à faire ça, parce que impression monétaire, et donc vous allez avoir des fonds qui vont repartir sur les indices. Par exemple le gold, vous prenez le gold, le gold c'est logique, il fait un ATH. Pourquoi? Parce qu'en fait tout le monde se réfugie sur le gold. Climat macroéconomique pue la merde, récession qui guette les États-Unis, bon vous vous mettez sur le gold.
Et donc précisément, à un moment donné, sur le gold, quand vous allez avoir une impression monétaire, excusez-moi pour le micro, une baisse des taux, etc., vous allez avoir le gold qui va commencer à faire un truc comme ça. Et puis sur vos indices, ça va être précisément le moment en fait de venir recharger dans cette localisation. Vous aurez de nouveau une rotation qui va se faire sur vos indices. D'accord. Ça, pour moi, c'est le scénario qui a le plus de chances de produire. Voilà, vous connaissez mon point de vue. Rebond, on vient chercher, récession, quelques mois. Trump, il nous refait son impression monétaire, on descend, on repart chercher des ATH dans la foulée, etc. 2026. Et là, à ce moment-là, vous pourrez avoir... Parce que là, on a eu un top qui s'est pas trop fait sur l'euphorie, vous voyez, vous remarquez. On a, même sur le Total 3, on n'est pas venu... Enfin, vous prenez le market cap total, on n'est pas venu faire d'ATH. Vous voyez, à peine, quoi. Si vous prenez ce niveau-là, donc il n'y a pas eu une euphorie, on n'a pas eu quelque chose d'extraordinaire, je trouve. On est venu chercher des sommets, mais ça s'est fait, vous voyez, c'était un peu bizarre. Précisément parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient élevés. Comprenez-le bien. Vous trouvez des sommets sur les marchés financiers dans l'euphorie seulement quand vous avez une impression monétaire extrêmement favorable. Comme en 2019 avec le Covid. Parce que tout le monde a de la thune et tout le monde les injecte. Là, vous avez des gens qui perdent leurs emplois. On a un marché qui se porte assez mal, etc. Donc, enfin, pas aux États-Unis, mais en Europe. Donc, vous voyez, ça compte énormément. Donc là, si on a une impression monétaire, et ça commence déjà au Canada, ça commence en Europe, etc., vous retrouverez des sommets de marché qui se feront dans l'euphorie. D'accord. Extrêmement important. Je vais lire vos questions. Si tous les retails commencent à préparer une récession, le marché peut surprendre comme un... Bah non, parce que Tox, ce que je vois sur les retails, c'est qu'ils n'ont pas vendu. Donc non. Les retails, ils peuvent préparer à une récession, ils peuvent ne pas vendre. Ils vendront le bottom. Mais ça... Et puis les retails ne comprennent même pas, ils savent même pas ce que c'est une récession en réalité. Parce que tu parles de retails, tu parles de personnes qui sont à minima intéressées par les marchés. Moi, 9 personnes sur 10 autour de moi, tu leur demandes ce que c'est une récession, ils ne comprennent rien. Mais c'est pas péjoratif, c'est vrai, c'est réel. Les gens en économie, surtout les Français, on est mauvais. Les marchés tiennent bien par rapport aux news, surtout le Nasdaq. Mais parce qu'on est sur un point d'inflexion, précisément. Si tu prends BTC, pour parler de lui, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes sur ma chaîne, si on, vous voyez, enfin, vraiment, hein, le scénario du on revient chercher ça pour faire un truc un peu comme ça c'est vraiment un truc que je pense vraiment possible. Ok. Si on se met en 4 heures, je trouve que c'est pas dégueulasse. Si c'est pas dégueulasse, on est revenu chercher. Je vous dis pas que c'est archiboule, ce serait faux, mais pour l'instant c'est toujours baissier, mais quand même on trouve ici une double divergence haussière sur mon RSI. Ok. Je trouve qu'on retrouve un petit peu des couleurs sur MACD. Là, c'est intéressant de voir qu'on a cassé ces niveaux-là. C'est pas inintéressant. C'est vraiment bon. On peut revenir chercher la moyenne mobile qui se situe là, on verra après. Mais pour l'instant, je trouve que sur les indices, on retrouve un petit peu de... Je trouve qu'on retrouve un petit peu de couleur. Okay, là, sur BTC, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais à minimum, retrouver la moyenne mobile qui se situe là est une possibilité. Ok. Vraiment, donc rebond technique, je pense, sur nos cryptos, rebond technique sur nos indices, mais rebond technique temporaire, selon moi. Je vais répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'on assiste à un bear avant un crash comme... Est-ce qu'on assiste à un bear market avant un crash comme en 2007 Chaque crash est différent. Je pense qu'on n'est pas en 2010, je pense qu'on n'est pas en 2007, etc. Bitcoin, en plus, à l'époque, je crois qu'il venait tout juste de net. C'est très compliqué ta question. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on tu me demandes si on est dans le même cas qu'en 2008 Je ne sais pas. Est-ce qu'on assiste à un bear market avant un crash? Je ne sais pas ce que c'est. Le bottom SP500, tant que la finance traditionnelle saigne, la crypto souffrira. Évidemment, toujours. C'est pour ça que je regarde le SP500. Arrêtez de regarder le marché crypto comme s'il évoluait tout seul dans son coin. Si vous voulez des bonnes nouvelles, alors attendez, est-ce que je peux vous donner ça? Si vous voulez des bonnes nouvelles, je peux vous montrer ça. Bitcoin ETF. Les bonnes nouvelles, c'est que les gens ne vendent pas leur Bitcoin. Je vais vous montrer ça, si ça veut bien se mettre à jour. Merci. Regardez. Là, en gros, ça a été l'ouverture des ETF. Si vous regardez, j'aimerais me montrer avec mon doigt, mais vous voyez là au début, là, quand on a eu les ETF sur Bitcoin, donc là on a eu la vente de Grayscale, et tout ce que vous voyez au-dessus, c'est tous les fonds institutionnels qui ont acheté du BTC. Vraiment, ça ne vend pas des masses. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on est probablement sur une correction, mais que tout ce qui est rentré sur BTC ne va pas disparaître. D'accord? Donc ça va être intéressant. Enfin, BTC, je pense quand même que c'est un actif qui peut se garder, vous voyez, en portefeuille. Mais ce que je suis en train de voir ici, c'est que, ben ouais, on va avoir une petite période de correction, etc. Mais globalement, quasiment... Enfin, regardez, rien n'est sorti de BTC. Hein.
Pourquoi on a une correction aussi forte? Parce qu'en fait, BTC, c'est pas une monnaie, contrairement à ça reste une valeur refuge, je pense quand même. Parce qu'une monnaie, par défaut, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors qu'une valeur refuge, c'est déterminé dans le temps. Par exemple, l'or est déterminé dans le temps. Il y a une faible inflation. Je crois que ça tourne autour de 2% par an. Je crois que c'est 2 piscines olympiques par an, une connerie comme ça. Je dis pas de conneries. BTC, c'est pareil. Donc du coup, vous avez très peu de liquidité sur les marchés. C'est pour ça que Bitcoin, à la hausse comme à la baisse, il est très volatile. Donc dites-vous bien un truc, c'est pas parce que le marché perd 30% que 30% des capitaux ont quitté le marché. Ça, c'est pas vrai. C'est très important de le comprendre. Donc ici, en fait, personne n'a vendu, enfin quasiment personne n'a vendu. D'ailleurs, on le voit là. 95% des gens ont gardé leurs actifs sur Bitcoin. Bah, moi, je vous le montre directement, en fait. Je vous le montre directement là. Les gens n'ont pas vendu leur Bitcoin. C'est plutôt rassurant, non? Vous trouvez pas? Donc, Bitcoin, je pense qu'il est un actif. Et si vous suivez ma chaîne, je vous ai toujours conseillé d'acheter principalement du Bitcoin. Et sur les alts, j'avais dit only Ether. Bon, pas de bol, sur Ether, on a eu la vente de Grayscale qui n'a pas compensé les inflows. Lui, il a fait mal. Mais Bitcoin, lui, pour le coup, si vous aviez du Bitcoin dans vos portefeuilles, normalement, vous n'êtes pas censé être en ATL. Enfin, je veux dire, vous êtes censé avoir un portefeuille quand même très résilient. Petite information ici, 50% des fonds détenus par BlackRock, 17% par Grayscale. Le problème d'Ether, c'est qu'on a le contraire, c'est qu'on a, bon, on a un BlackRock qui a 35% et un Grayscale qui a 35%, c'est une parité. Donc tout ce qui est rentré ici sur Ether n'a pas compensé les ventes de Grayscale. Et c'est pour ça que vous avez un Ether qui a fait à minima un range. Bah, c'est logique. Si vous achetez 10 et que vous vendez 10, il ne se passe rien sur le cours. Bah, c'est pour ça que Ether a beaucoup de mal. Voilà. Mais tôt ou tard, je pense que cette pression vendeuse va diminuer. Mais pour ça, il nous faudra des good news sur Ether. Reversal BTC en direct. Il faut voir le moment où la récession est actée et le moment où la Fed commencera à réagir. Bah, je pense qu'on n'en est plus très loin. Ça, c'est pareil. On peut avoir raison trop tôt. Vous voulez que je vous dise, j'ai aucun mal à le dire d'ailleurs au passage, parce que moi je supprime rien sur Twitter. Je me trompe. Je parlais de récession ici. Alors, je me souviens très bien, c'était fin d'année, novembre, je vous avais dit, on peut avoir un climax en fin d'année sur les indices, etc. Je l'ai tweeté au passage, ça. Et derrière, on peut avoir une récession. On a bien eu le climax en fin d'année, et vous voyez, ça a pris un peu plus de temps, quasiment mars, pour vraiment qu'on ait une correction. Et on n'est même pas encore vraiment en récession. Je pense que Trump est en train de la provoquer. D'ailleurs, il dit tout et son contraire. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de perturber les marchés un max. Okay, mais là, c'est très très beau, hein. Alors, on n'a pas clôturé cette bougie, mais ça, c'est très très beau. Petit W, si on passe en, en droite, on le voit, donc c'est très très beau. Hein, cette dynamique est toujours baissière, regardez. La moyenne mobile rouge, tant qu'on évolue dessous, on est en baissier, mais ça, c'est très beau parce que ça nous pousse quand même à une réaction haussière. Donc, il faudrait voir si on n'a pas des good news qui peuvent arriver sur l'Ukraine, une trêve, etc. pendant 30 jours, et puis ensuite, voilà, on verra. Faut oublier les cycles. Ouais, ça c'est pareil, c'est un truc, moi j'aimais bien utiliser les cycles. Je pense qu'on devrait parler de cycle économique plutôt que de cycle sur Bitcoin en fait. Parce que Bitcoin, il se calque, je le répète tout le temps, il se calque énormément sur les indices. Et pour une raison qui est simple, c'est que Bitcoin, il est soumis aux mêmes pressions. Si vous prenez par exemple le Nasdaq, est-ce que je peux le modifier, je peux le mettre en droite? Droite. Si vous prenez le Nasdaq, il connaît ses bottoms et ses tops au même moment que Bitcoin. Donc en fait, vous voyez, là on a un top au même moment, on a eu le bottom exactement au même moment, et c'est comme ça à chaque fois, etc., etc. Là on a un top au même moment. Donc Bitcoin réagit de la même manière que les actifs à risque. Bien que ce soit, je pense, sur le long terme une valeur refuge, il n'est pas encore, à cause de sa volatilité, je pense qu'il ne l'est pas encore. Il réagit comme un indice technologique, ok, donc il faut acter ça, d'accord. Donc oui, Bitcoin réagit exactement comme les autres, donc c'est pour ça que j'ai tendance à regarder plutôt le SP500 plutôt que BTC pour faire des analyses techniques long terme, d'accord. Faut oublier donc les cycles, je pense qu'on a, ouais, je parle de cycle économique et je pense que sur Twitter, c'est ça, je ne veux pas donner de nom parce que je veux pas. Mais réellement, très peu de personnes vous parlent de macroéconomie, personne ne vous parlait de réflexion, de récession, personne ne corrèle vraiment la macroéconomie à BTC, etc. J'ai l'impression que BTC évolue un petit peu dans sa bulle et du coup, vous ne comprenez pas les mouvements baissiers qu'on pourrait avoir sur les cryptos, alors qu'en fait, il suffit de s'intéresser à ce qui se passe sur les indices.
J'ai du BTC à 86K, tu penses que c'est OK de le garder long terme ou c'est trop? Bah, surtout en ce moment, tu l'as acheté à 86 000, tu n'auras pas de mal à faire une plus-value sur ton BTC sur le long terme. Moi, je l'ai vendu à 90 000 le mien. OK? Parce que précisément, j'anticipe une récession, j'anticipe une baisse des marchés. Encore une fois, c'est le scénario que je privilégie. Donc BTC, moi je l'ai acheté là, je vais te donner les targets, j'en avais acheté autour des 26 000. Donc ici, j'en avais acheté sur le bas du truc, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais donné les infos et je l'ai vendu par là. OK, à cassure de ces structures-là, sur le pullback ici, j'ai vendu par là. Pourquoi? Parce que je préfère avoir du cash tout simplement. Même si demain on fait ça, hop, on ravale, on va chercher un ATH, on fait un double top, etc. Pas de problème, ça ne me dérange pas. Je suis en profit dessus. Ce qui m'embête un peu plus, c'est Ethereum, parce que j'ai pas eu d'objectif haussier dessus. Donc ça, c'est plus compliqué à manager. Mais sur BTC, je préfère être en cash et j'attends de voir ce qui se passe. Ok. BTC, non, est-ce que vous avez des questions là? Je pense qu'on a fait quand même un bon topo. On aura des good news qui vont arriver à un moment donné. On va avoir une baisse des taux, etc. Vous inquiétez pas pour ça. Bitcoin refera des ATH. Il n'y a absolument pas de problème. Donc, il faut juste surveiller ça sur le long terme. Vous connaissez maintenant le topo. Je pense qu'on est sur des points d'inflexion ici. Okay, je le répète, hein, c'est toujours la même chose. À l'approche de la moyenne mobile 200, regardez ce qui s'est passé ici. Ça a toujours été des points d'inflexion ici. Donc, je pense vraiment qu'on peut avoir ces points d'inflexion. Et c'est la même chose sur tous les indices. Okay, c'est un peu dégueulasse, il y a des trucs de partout, mais c'est pareil. À l'approche de cette localisation-là, ça a été pas la même chose à l'époque, regardez. On est passé dessous, on repasse au-dessus, et là on réintègre, et là c'est fini. Ben, je pense qu'on est exactement dans ce cas-là où on va réintégrer, et là on va avoir cette fenêtre de tir pour sauvegarder, essayer de prendre du profit, et regarder un petit peu ce qui se passe. Ok. Ouais, je vais vous laisser. Je vais rejoindre tous ceux qui sont sur BitLearn. Priorité à ceux qui sont sur BitLearn. Voilà, donc je vais vous laisser sur le Discord. Pour tous les autres, je vous retrouve là-bas. Et puis, pourquoi ne pas le hedger plus que sortir en cash? Parce que je préfère en ce moment avoir du cash. Voilà, je préfère le hedger, ça veut dire que tu prends la moitié de ta position en short, la moitié de ta position en long. Je préfère totalement sortir. Je dormirai beaucoup mieux la nuit. Et si j'ai des bottoms plus bas, j'irai racheter plus bas. C'est moi qui préfère gérer ça comme ça. Mais tu pourrais très bien te hedge. Il y a certains qui se hedge. Se hedger, c'est bien, par exemple, je sais pas, sur des tendances, etc. Mais là, je préfère, vu qu'on est sur des points d'incertitude, des points pivots, je préfère avoir du cash, si tu veux, pour acheter beaucoup plus bas, avec la totalité de mon cash, tout simplement. Avec la signature d'un accord de paix, est-ce que ça... Non, je ne crois pas. Déjà, si tu veux mon avis géopolitique sur la question, je crois vraiment que c'est un avis personnel, hein. Je crois que Poutine n'est pas très honnête, si tu veux. Je pense que Fabry le dit très bien, c'est un impérialiste revanchard. Je crois que c'est pour ça que je suis content que Zelensky ait accepté l'accord, parce qu'on va vraiment avoir une confrontation entre les USA et la Russie. Regardez ce que Poutine a dit. Il a dit: je suis d'accord pour une trêve, mais sous condition. Oui, mais non. Tu vois, donc et je suis pas sûr que demande Poutine, je suis pas sûr que Trump va lui accorder. C'est pour ça que oui, on peut avoir une trêve. Mais à la fin, je ne suis pas sûr que ce conflit soit terminé. Je pense que ça peut encore durer, etc. Je serai le premier surpris si demain on vous dit terminé, etc. Mais j'y crois pas trop. On a une Europe va en guerre, qui veut des soldats en Ukraine. C'est pas soldé cette histoire. Eux, ils veulent des soldats, nanana. La Poutine vous dit non, j'en veux pas. Trump va probablement lui dire: tiens, tu prends les régions de Kursk, etc. Lui, il va dire: non, j'en veux un peu plus, je veux ci, je veux ça, je veux une certitude que l'Ukraine rentre pas dans l'OTAN. C'est long, hein. C'est pas quelque chose qui va se régler en 2 minutes, ça. Donc un accord de paix durable, etc., j'y crois pas là de suite. Je pense qu'il y aura des surprises dans ces négociations-là, d'ailleurs, hein, ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant. Et ce qui fait les marchés, c'est pas juste un traité de paix. Ça règle pas le problème de l'économie américaine qui dévisse, etc. Vous voyez, on le voit là. Vous savez quoi, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine là-dessus, en vous montrant les chiffres du chômage, etc. Pour vous montrer que les USA sont en train de rentrer en récession tout doucement. Et que ça, c'est factuellement un traité de paix, on s'en branle en fait, parce que c'est pas ça qui fait les marchés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça, c'est provoqué. Clairement, Trump, quand il vous dit qu'il n'est pas responsable de ça, il a en partie raison, il a en partie tort. Il n'est pas responsable de cette divergence qu'on se portait depuis des mois et de cette correction qui venait. On allait se la taper, c'est évident. Mais je pense qu'il est responsable de
rapidité avec laquelle on est en train de casser ces structures-là. Ok, je pense qu'il veut se débarrasser de ça et ouais, ça c'est mon scénario. Ok, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Pour tous ceux qui sont sur BitLearn, je vous retrouve de suite dans le Discord. Et puis pour tous les autres, je vous retrouve. Donc lundi, il y aura le replay disponible sur YouTube. Et puis mardi, je commencerai les vidéos. Donc on fera le point sur Bitcoin, etc. etc. Ok, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao.